Mesdames, Messieurs, chers collègues, la conférence qui sera présentée ce matin par Madame Valeria Giannetti s'intègre parfaitement au sein des deux cours que je viens de donner, Pascal, hier, et que je donnerai mercredi prochain, Baudelaire. Nous avons vu hier que nous sommes passés d'un Pascal pensé appartenant à une communauté savante qui l'interprète et le publie, c'est bien l'édition de Port-Royal 1670, à un Pascal qui nous est légué aujourd'hui en réalité par les deux copies de la Bibliothèque nationale de France. C'est un statut profondément différent du texte et il faut penser que dans la tradition que nous abordons sous différents aspects, l'héritage d'une culture, d'une tradition des classiques, les bibliothèques jouent un rôle essentiel. Alors qu'au commencement, Pascal appartenait d'une certaine manière à cette communauté et notamment, comme je le disais hier, aux deux grands réviseurs de son texte, enfin des fragments des pensées, Arnaud et Nicole. Aujourd'hui, le Pascal qui nous est légué, copie 1 ou A, si vous voulez, édition La Fuma Le Guern, copie 2 ou B, édition Cellier, dépend entièrement d'un fonds conservé dans une bibliothèque. Donc aujourd'hui, les bibliothèques ont le statut qu'autrefois avait une communauté. Et c'est entre autres, sur ce thème que Madame Giannetti va réfléchir avec nous. Et d'autre part, cette conférence prépare aussi, pleinement dans son autonomie, mais prépare aussi le cours que je vais donner la semaine prochaine sur Baudelaire, en rappelant que Baudelaire, dans le poème qui a comme titre La Voix, dit au commencement même la strophe célèbre « Mon berceau s'adossait à la bibliothèque, Babel sombre où roman, science, fabliaux, tout. La cendre latine et la poussière grecque se mêlaient. J'étais haut comme un infolio. » Mais vous voyez, c'est presque l'emblème que je mettrai au moment du résumé de cours sur ce cours même, mais l'importance de la bibliothèque, non seulement comme objet précis, lieu, recueil, mais comme symbole littéraire, s'impose tout particulièrement au XIXe siècle. Et Madame Giannetti nous donnera des exemples très importants. Permettez-moi de vous dire quelques mots du conférencier de ce matin. Valeria Giannetti est professeure de langue, littérature et civilisation italienne à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris 3 et Paris 4 pour l'école doctorale. Élève de l'un des grands maîtres de la critique contemporaine, non seulement italienne, Giancarlo Mazzacurati, elle a publié plusieurs livres et notamment Vitaliano Brancati, Lingua, Società e Letteratura. Vitaliano Brancati est un important écrivain italien du XXe siècle. Il futuro lume del remoto vero, la lumière à venir d'une vérité profonde, Ippolito Nievo et la religione dell'ideale. Et puis, elle a aussi publié dans l'édition complète, la Pléiade italienne, pour ainsi dire, des classici Ricciardi, l'Antiafrodisiaco per l'amor platonico de Ippolito Nievo, qui est l'un des grands auteurs qu'elle étudie. Et puis encore, elle a dirigé le volume « Le rire et la raison » mélange en hommage à Denis Ferrari.
J'aimerais aussi citer son introduction récente, puisque hier j'ai cité ce volume, c'est bien Valeria Giannetti qui l'a préfacé, le volume de Daria Farafonova, Pirandello et i moralisti classici. Pirandello et les moralistes classiques, Erasme, Montaigne, Pascal, qui vient d'être publié en Italie. Et aussi un article qui m'avait vraiment plu et nourri, la vie qui est copie de l'art, les faits divers dans Il fu Mattia Pascal, toujours de Pirandello. Et je n'oublie pas les 4 magnifiques portraits critiques de Giuseppe Parini, Ugo Foscolo, Ippolito Nievo et Niccolò Tommaseo dans ce recueil, La littérature italienne, le canon des classiques, paru en 8 volumes à Turin chez Hutte. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un grand chantier de travail qui concerne notamment le XVIIIe, le XIXe, le XXe siècle. Et donc, elle est bien placée pour nous parler aujourd'hui de mémoire et confession dans le roman du XIXe siècle. Et je suis heureux de lui céder la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, cher Carlo, cette séance de séminaire sera consacrée à la forme que la transmission assume au XIXe siècle et au rapport entre mémoire et confession littéraire. Je vous proposerai tout d'abord quelques considérations sur une image de la transmission qui traverse la littérature occidentale, celle de la bibliothèque. Une représentation que nous retrouvons dans plusieurs œuvres littéraires, où elle est l'occasion de développer une réflexion sur le destin ou l'avenir de la civilisation et sur sa propre transmission. Je commencerai par quelques remarques préliminaires sur les représentations négatives de la bibliothèque au XXe siècle, où celle-ci se fait l'expression symbolique de la crise de la transmission du savoir et où se dessine une vision très sombre de la fin de la culture livresque. Cette image nous est très familière. Dans plusieurs romans du XXe siècle, la bibliothèque est représentée comme labyrinthe terrestre et spirituel et comme Babel. Le siècle s'ouvre avec un roman de Luigi Pirandello, futur prix Nobel, Le feu Mattia Pascal, qui paraît en 1904. Un livre très important qui commence dans une bibliothèque. Mattia Pascal est un bibliothécaire qui, en réalité, est devenu un simple gardien de livres. Les livres qu'un certain Monsignor Boccamazza, en 1803, a légués par testament à une petite commune sicilienne et que personne ne consulte jamais. Évidemment, écrit le narrateur, ce Monsignor espérait que son legs, avec le temps, allumerait dans l'âme de ses concitoyens l'amour de l'étude. Mais il n'en a été rien. Cet amour ne s'est pas allumé et d'ailleurs, les institutions n'ont montré aucune reconnaissance à l'égard du bienfaiteur. Les livres ont été laissés des années et des années entassés dans ce magasin vaste et humide, d'où la commune les a tirés ensuite pour les loger dans une petite église solitaire et désaffectée, où ils exhalent un relent dégoûtant de moisie et de vieillerie. Voilà donc une symbolisation forte de la fin de la transmission de la culture. L'inutilité du legs, le mépris qui l'accompagne et cette église désaffectée qui en devient en quelque sorte le tombeau abandonné, alors que pendant des siècles, la culture avait été transmise grâce à l'église. Dans cet endroit, la commune sicilienne a confié les livres sans aucun discernement, à titre de bénéfice et comme sinécuré, à quelques fainéants bien protégés. Donc l'image du bibliothécaire est ternie, elle aussi, qui pour 2 livres par jour garde ces livres auxquels personne ne s'intéresse. Ainsi donc le bibliothécaire est devenu gardien des livres
et plus concrètement chasseurs de rats. La bibliothèque en question est une bibliothèque Ancien Régime puisqu'elle a été léguée en 1803 et elle ressemble à des volumes imprimés et manuscrits, ce qui veut dire donc qu'elle représente la culture des anciens et celle des modernes. Déjà avant Borges, elle se présente comme une véritable Babylone de livres. Ceux-ci ne sont plus que des fragments de connaissances, puisqu'ils sont entassés sans s'être rangés au hasard, et il est désormais impossible d'y mettre de l'ordre. Ils sont devenus l'image de la désagrégation de l'ordre classique du savoir, ce que Pirandello définit le déchirement dans le ciel en papier des étoiles fixes. Mathias Pascal cherche alors à abandonner ces lieux de mort pour pouvoir plonger dans le mouvement magmatique de la vie, qui est le terme opposé au savoir figé, transmis par les livres, à une culture livresque à jamais ensevelie dans l'oubli du temps et des hommes. La Babylone de livres renvoie dans ce roman à la dichotomie entre la vie conçue comme physis, natura naturas, mouvement éternel, et la pensée qui fige, qui cristallise la vie en forme morte, car arrêtée à jamais. Il s'agit d'une image centrale dans la poétique de Pirandello, qui la reprend dans le récit Monde en papier, où le protagoniste est affecté par la ravageuse manie de la lecture, tellement ravageuse qu'elle l'a rendu aveugle. Et il s'est enfermé dans une bibliothèque qui est devenue sa prison. Une représentation que Pirandello reprend également dans un autre de ses romans, Les vieux et les jeunes, de 1909, consacré précisément à l'échec de la transmission d'une génération à l'autre. Le protagoniste du roman est un bibliophile qui possède une riche bibliothèque où il passe plusieurs heures par jour, mais il est gagné par un sentiment indéfinissable de peine au milieu de tous ces mots alignés dans un ordre précis et définitif, où la vie s'est figée, où son flux tumultueux, désordonné, s'est éteint. Perchés sur les rayons qui recouvrent les murs, les livres lui paraissent comme emprisonnés et muets. Alors qu'en dehors de la bibliothèque, dans le jardin, la nature est vivante et se renouvelle toujours. Comparés aux créatures de la nature, les livres ne sont que, je cite, des compositions artificielles, de la vie condensée dans des formes immuables, des constructions logiques, des architectoniques de l'esprit, des inductions, des déductions. Et le bibliophile conclut, allons-y, bougez, vivre, ne pas penser. Si la bibliothèque est l'édifice de la mémoire et du legs, sa représentation négative au XXe siècle exprime la crise de la mémoire collective et l'angoisse de l'infini. Dans le monde ancien, l'érudition lisait comme un texte unique la nature et les livres. Dans l'âge des modernes, désormais, pour le dire avec la belle expression de Michel Foucault dans Les mots et les choses, les mots dorment entre les feuillets des livres, au milieu de la poussière. Le siècle est marqué par le drame des deux conflits mondiaux, par la menace de la destruction et de l'anéantissement de la culture occidentale, jusqu'au pressentiment tragique d'un retour possible du monde à l'état de nébuleuse, par effet de nouvelles armes de destruction de masse. Un scénario sur lequel se termine un autre roman important du XXe siècle, La conscience de Zeno, de Italo Svevo, paru seulement 3 ans avant le célèbre Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud. Quel sens peuvent assumer la transmission et l'héritage culturel lorsque le conflit mondial produit une telle déflagration des cultures, des identités et des savoirs traditionnels, et que dans le même temps, la théorie de la relativité vient modifier radicalement le cadre épistémologique des sciences. Quel sens ils assument
par rapport à un présent historique privé de continuité et rétif aux projections idéales que les grands paradigmes critiques de la modernité avaient placées dans la science historique, puis dans la science expérimentale. La bibliothèque, dans le roman du XXe siècle, exprime ce questionnement. En ce même 1909, où Pirandello publie Les vieux et les jeunes, Filippo Tommaso Marinetti, dans le manifeste du futurisme, incite à mettre le feu au rayon des bibliothèques, à détruire musées, bibliothèques, académies, considérés comme cimetières d'efforts vains, calvaires de rêves crucifiés, registres d'élan brisés. En dehors de la fureur biblioclaste de l'avant-garde futuriste, les plus grands auteurs du siècle, partout en Europe, représentent la bibliothèque comme un lieu de mort ou de folie, comme le symbole d'une rupture de la transmission. Je vous en ai proposé quelques exemples, et tout d'abord l'Ulysse de Joyce de 1922. Je rappelle brièvement que c'est dans un bureau de la Bibliothèque nationale de Dublin qu'a lieu la discussion célèbre sur le rapport entre la vie et l'art et sur la question de la transmission spirituelle et littéraire. On se souvient du point de vue exposé par Stéphane Dédalus. L'artiste se conçoit lui-même dans ses œuvres, mais pour ce faire, pour créer une œuvre, il lui faudra trouver le lien avec le Père mystique, l'être avec lequel il pourra être consubstantiel. Pour essayer de définir un rapport entre la vie et l'art où ceux-ci ne seraient plus séparés, et il l'illustre à travers le cas de Shakespeare, il doit éviter aussi bien la théorie de l'idéalisme que la théorie du matérialisme. Il navigue donc entre ces deux grands écueils, Caribe et Scylla. La bibliothèque dans laquelle les personnages exposent leurs réflexions sur la transmission a un aspect de nécropole. Je vous ai proposé l'extrait dans l'exemplier, c'est le tout premier. Hypogée de pensée autour de moi, momie compartimentée, embaumée dans les aromates des mots. Thoth, dieu des bibliothèques, un dieu oiseau à couronne lunaire, et j'entendais la voix de ce grand prêtre égyptien. Dans des chambres peintes, aux murs de briques qui sont des livres, immobile à présent, vivante naguère dans les cerveaux des hommes, immobile, mais rongée d'une sépulcrale démangeaison de me larmoyer leur confidence dans le tuyau de l'oreille pour me pousser à accomplir leur volonté. Soulignons d'ores et déjà la référence au mythe platonicien de l'invention de l'écriture par le dieu égyptien Thoth dans le Phèdre, sur lequel je reviendrai plus tard. Le dieu donc qui a un savoir illimité, qui connaît toutes les sciences et qui a inventé l'écriture pour les diffuser. Les livres, nous dit Joyce, expriment un savoir mort s'ils ne retrouvent pas la vie sous une forme nouvelle dans l'esprit du lecteur. Le livre se trouve dans l'imaginaire des hommes, dans le lien établi par le lecteur avec l'auteur, le Père mystique, et non dans l'effort de la mémoire ou dans la babelle de livres que sont les bibliothèques. Le deuxième extrait que je vous propose est tiré de L'Homme sans qualité de Robert Musil, paru en 1932. Il s'agit de l'épisode où le général Stumm cherche l'ordre logique de la pensée, la plus parfaite pensée, car il dit « Notre époque est la plus soucieuse d'ordre qui fut jamais ». Il estime pouvoir trouver cet ordre et cette pensée parfaite dans les livres de la Bibliothèque nationale de l'Empire autrichien à Vienne,
Son désarroi est grand face à ce colossal magasin, à cette absurde bibliothèque, à ce cabanon de livres. Donc un cabanon, un endroit où on renferme les fous furieux. Donc on a déjà vu la Babylone des livres, l'hypogée des momies. Ici, on retrouve le cabanon de livres. Lorsqu'il calcule qu'il lui aurait fallu 10 000 ans à un livre par jour pour venir à bout du savoir qu'elle contient. Dans ce roman aussi, donc, l'effort de la connaissance est vain. Le savoir est illimité et échappe à toute tentative de classification. Le général demande alors de l'aide aux bibliothécaires, se disant que les bibliothécaires sont les seuls êtres qui disposent d'un ordre intellectuel digne de confiance et dont la fonction est précisément celle de connaître l'ordre des livres. À sa grande surprise, celui-ci répond que le secret de tout bon bibliothécaire est de ne jamais lire de toute la littérature qui lui est confiée que les titres et la table des matières. Il ne lit aucun livre. Donc, une autre image vraiment ternie du bibliothécaire. Il conduit donc le général à la salle des catalogues, le saint des saints de la bibliothèque, le Sancta Sanctorum, le lieu sacré où les saintes reliques sont gardées et qui ici est réduit à des catalogues, où le général constate. Donc vous avez l'extrait de la première page, c'est le deuxième extrait. Ainsi, je me trouvais réellement dans le sein des saints de la bibliothèque. J'avais l'impression, je t'assure, d'être entré à l'intérieur d'un crâne. Il n'y avait rien autour de moi que des rayons avec leurs cellules de livres, partout des échelles pour monter, et sur les tables et les pupitres, rien que des catalogues et des bibliographies, toute la quintessence du savoir. Nulle part un livre sensé, lisible, rien que des livres sur des livres. Ça sentait diablement la matière grise, et je ne me flatte pas en disant que j'avais l'impression d'être arrivé à quelque chose. Mais aussi bien, naturellement, quand le type, donc le bibliothécaire, a voulu me laisser seule, je me suis sentie tout drôle, pas tranquille, pour tout dire, recueillie et pas tranquille. Monsieur le bibliothécaire, m'écriai-je, vous ne pouvez pas m'abandonner sans m'avoir révélé le secret grâce auquel vous arrivez à vous retrouver dans ce... Oui, j'ai employé imprudemment le mot de cabanon, parce que c'est l'impression que j'avais eue tout à coup, dans ce cabanon de livres. Mais imagine-toi maintenant un ordre humain total, universel, en un mot, l'ordre civil parfait. Parole d'honneur, c'est la mort par le froid, la rigidité cadavérique, un paysage lunaire, une épidémie géométrique. La recherche de l'ordre dans les livres rend fou, conclut le général, car un ordre universel et parfait serait la mort par le froid. Seulement 3 ans plus tard, Ortega y Gasset, dans une autre ère géographique, mais dans le même univers culturel, consacre à ce sujet Mission du bibliothécaire de 1935, où s'exprime l'inquiétude liée à la prolifération vertigineuse et irrépressible des livres qui pourrait suffoquer l'homme contemporain, tout comme le ferait une végétation tropicale. Donc, de toute façon, la bibliothèque renvoie une image de mort, la double mort de Mattia Pascal, l'hypogée des momies de Joyce. Ici, chez Musil, la bibliothèque amène la mort par le froid, et chez Ortega y Gasset, il s'agit de mort par chaleur étouffante. La même année, en 1935, Elias Canetti publie Autodafé, où la bibliothèque est colossale profusion de livres, qui finit par brûler avec son bibliothécaire, enfermé dans cette bibliothèque qui a remplacé pour lui les hommes dans sa propre folie. Elle devient donc l'image même de l'apocalypse de la bibliothèque du XXe siècle.
de la déflagration de l'unité et de l'ordre du savoir. D'autres représentations importantes pourraient être mentionnées, comme la bibliothèque d'Antoine Requintin dans la nausée de Sartre de 1938. Elle aussi pensée comme un refuge contre le néant et qui se révèle en réalité le domaine de l'inconsistance. Et puis, bien d'autres bibliothèques célèbres. La bibliothèque de Bebel de Borges de 1941, celle de Ray Bradbury dans Fahrenheit 451 de 1953, celle du nom de la rose de Umberto Eco en 1980, où la bibliothèque est conçue par son bibliothécaire, qui est encore une figure en perdition, comme un lieu de conservation, oui, mais surtout pas de transmission. Il interdit que le contenu des livres soit transmis, et qui donc est voué forcément à la destruction. Elle brûle elle aussi avec son bibliothécaire. Donc, vous le voyez, les gardiens de l'ordre du savoir périssent avec les livres. Et encore, la bibliothèque de Saint-Jean-Perse, dans le recueil Vent de 1946, où les volumes reposent comme des corps momifiés, ici aussi, et sont les signes visibles de la sédimentation du savoir dans le temps. Un savoir toutefois épars, poudreux, émietté, réduit en cendres et squames, et dans ce cas aussi opposé à la vie. Ici encore, dans ce texte étourdissant, on retrouve l'image jadis sacrée de la transmission, lorsque la bibliothèque était basilique, office de prêtre, prêtrise, sérapéum. C'est le troisième extrait dans la première page de l'exemplier, que je vais lire de façon un peu plus rapide. Un homme s'en vint rire aux galeries de pierre des bibliothécaires, basilique du livre. Où sont, dans les carrières de marbre jaune, où sont les livres au sérail. Voilà, encore une autre image, donc après la Babylone, l'hypogée, c'est le sérail. Où sont les livres dans leur niche, comme jadis, sous bandelettes, les bêtes de paille dans leurs jarres, aux chambres closes des grands temples. Les livres tristes, innombrables, par haute couche crétacée portant créances et sédiments dans la montée du temps. Et le paragraphe suivant, ce doigt, donc le doigt du bibliothécaire, souillé aux poudres des archives, dans cette pruine de vieillesse, dans tout ce phare de reines mortes, de flamines, donc les prêtres romans qui étaient dévoués au culte de certaines divinités. Ah, qu'on m'évente tout ce laisse, tout ce sédiment, ah, qu'on m'évente tout ce leurre, sécheresse et supercherie d'autel, les livres tristes, innombrables, sur leurs tronches de craie pâle. Et qu'est-ce qu'encore à mon doigt d'os que tout ce talc d'usure et de sagesse, et tout cet attouchement de poudre du savoir, comme aux fins de saison, poussière et poudre de pollen, spores et sporules de lichen, un émiettement d'ailes de pierrides, d'écailles aux volves des lactaires, des peaux d'abîme sur les fesses, limons et lits au bout d'avilissement, cendres et squames de l'esprit. Toute cette fade exhalation de soude et de falon, de pulpe blanche de copra et de sécherie d'algues, à tout ce goût d'acile et de casbah. Donc l'acile, dans ce cas-ci, c'est un lieu de fou. Et cette pruine de vieillesse au milieu de la pierre, sécheresse et supercherie d'autel, carie de grève à corail, et l'infection soudaine au loin des grands rames de calcaire aux trahisons de l'écliptique. S'en aller, parole de vivant. Et vous voyez que c'est la même conclusion, finalement, des personnages pyrandéliens
dont on a parlé tout à l'heure. Et il faut encore rappeler, pour terminer cet excursus au XXe siècle, l'automne rapide de bibliothèque de Italo Calvino, d'Ainsi par une nuit d'hiver un voyageur de 1979, où on retrouve un catalogue burlesque de livres dans l'esprit du Pantagruel rabelaisien, dont on parlera tout à l'heure. Le protagoniste, le lecteur avec un L majuscule, se ferait un chemin à travers les volumes entassés dans la librairie. En 1919, la librairie a remplacé la bibliothèque. On est dans une culture marchande de consommation, à la recherche d'un livre qui s'avère être le roman même qui est en train de s'écrire, Si par une nuit d'hiver un voyageur. Le lecteur est aussitôt confronté à la profusion de livres qui s'étendent sur des hectares et des hectares, qui essayent de l'intimider. Ils sont représentés comme une armée, une infanterie qui lui tombe dessus, comme des phalanges qui l'assaillent, qui lui font barrage, qui lui posent des embuscades, qui résistent, perchés sur un bastion, retranchés dans les tours d'un fortin, d'une citadelle, d'une place forte. C'est une représentation vraiment de nos librairies, de nos grandes librairies. Le catalogue est hilarant. Il trouve les livres que tu peux te passer de lire, les livres faits pour d'autres usages que la lecture, les livres que tu as l'intention de lire, mais il faudrait d'abord en lire d'autres, les livres trop chers que tu achèteras quand ils seront revendus à moitié prix, etc., etc. Or, cette profusion menaçante, belliqueuse de livres qui campent dans les librairies contemporaines n'échappe pas, elle non plus, à un destin de mort. Lorsqu'il cesse d'être la nouveauté du jour et qu'il commence à jaunir, à flétrir dans les rayons des bibliothèques publiques ou privées, les livres connaissent un rapide automne et le lecteur devra désormais les poursuivre, les traquer par un effort obstiné dans les rayons poussiéreux des bibliothèques. Vous avez un petit extrait dans l'exemplaire, la page 2. Un livre qui vient de paraître te donne une sorte de plaisir particulier. Ce n'est pas le livre seulement que tu emportes, c'est sa nouveauté, qui n'est peut-être pas si différente de celle d'un objet tout juste sorti de l'usine. Car les livres aussi connaissent cette beauté du diable qui cesse dès que la couverture jaunit, dès que la tranche se voile dessus, et que dans le rapide automne des bibliothèques, la rayure se flétrit aux angles. Toi, tu rêves toujours de rencontrer la nouveauté véritable, la nouveauté d'un jour qui sera nouveauté de toujours. Si tu lis un livre de sa sortie, tu posséderas cette nouveauté du premier instant sans savoir à la poursuivre, à la traquer. C'est-à-dire qu'on sera obligé de le faire après, quand le livre sera dans les bibliothèques, cimetières de livres. C'est une idée platonicienne, celle de la nouveauté d'un jour qui serait nouveauté de toujours. Au XIXe siècle, en revanche, nous ne trouvons pas de représentation négative de la bibliothèque, mais plutôt des mauvaises bibliothèques, c'est-à-dire celles qui lèguent un savoir vain, inutile, ce qui est une façon précisément de revendiquer l'importance de la transmission et d'entamer la réflexion sur la façon de transmettre. Giacomo Leopardi, par exemple, est l'auteur d'une parodie des bibliothèques qui contiennent un savoir inutile. Dans son poème « Les Paralipomènes de la Batrachomiomachie », donc les suites au supplément de la Batrachomiomachie, un poème satirique qu'il écrit entre 1831 et 1836, qui fait référence dans son titre à un texte grec, la Batrachomiomachie, ou combat des rats et des grenouilles, longtemps attribué à Homère.
Dans le premier chant de ce poème, Leopardi consacre quelques vers à la bibliothèque du comte Leccafondi, donc l'échephon. Et tous les noms, évidemment, traduisent une intention satirique. En polémique ouverte contre un savoir vaste et précieux, mais tout à fait inutile. Je lis d'abord en italien le texte qui est le deuxième de la page 2. La biblioteca che ebbe era guarnita di libri di bellissima sembianza, legati a foggia varia e sì squisita, con oro, nastri ed ogni circostanza, che a saldar della veste la partita 4 corpi non erano abbastanza. Ed era ben ragion che in quella parte stava l'utilità, non nelle carte. Donc, rapidement, sa bibliothèque était parée de livres magnifiques dans leur aspect extérieur, reliés de manière différente et tellement exquise, des rayures en or avec des rubans et d'autres accessoires, qu'une extension 4 fois supérieure n'aurait pas été suffisante à égaler la valeur de la rayure. Pour cause, puisque l'utilité était dans la rayure, non dans les pages écrites elles-mêmes. Dans le 7e chant du même poème, la satire vise une autre bibliothèque, celle du noble Dédalo, elle aussi parée de livres précieux, mais qui sont écrits par des rats, c'est-à-dire les personnages du poème, des rats anciens et modernes, comme dans la célèbre querelle, et dont les titres sont des déformations burlesques. En voici quelques exemples. Les délires du grand renifle les odeurs. La ratière d'avant l'usage de la charcuterie, tragédie avant acte. Une parodie dont un des modèles est visiblement la caricature du savoir inutile dans le Pantagruel de Rabelais, 1532, avec la représentation parodique de la bibliothèque médiévale de Saint-Victor, proverbiale par sa richesse et ridicule par son contenu. Je rappelle brièvement, au chapitre 7 du Pantagruel, François Rabelais raconte le séjour de son héros à Paris. Le géant, après y avoir fort bien étudié en tous les 7 arts libéraux, trouva la librairie de Saint-Victor fort magnifique, massimement d'aucun livre qu'il y trouva, desquels s'ensuit le répertoire. Et ce répertoire est une liste burlesque de 139 ouvrages fantaisistes, où le registre gastronomique, comme De Optimitate Triparum, eschatologique, comme Ars honeste petandi in societade, se mêle à la satire anti-ecclésiastique, la profiterole des indulgences, à celle du barreau, la complainte des avocats sur la réforme des dragées, et surtout de la scolastique, dont l'auteur pastiche la langue hautement spécialisée. Alessandro Manzoni également, dans Les Fiancés, condamne le savoir vain, inerte et non vivifiant à travers la représentation de la bibliothèque baroque de Don Ferrante. Il s'agit d'un érudit, on est au XVIIe siècle, qui passe beaucoup de temps dans son cabinet de livres où il a réuni une collection qui ne s'élève pas à moins de 300 volumes. Dans ce cabinet, les livres d'astrologie se mêlent sans aucun critère aux livres de philosophie aristotélicienne, de sciences naturelles, aux poèmes chevaleresques, aux livres de magie et sorcellerie, ou encore d'histoire. Une bibliothèque qui est l'emblème même de la doctrine inutile, apprise sans discernement et sans esprit critique, et pour cela vouée à disparaître sans laisser de traces. Lorsque son propriétaire est frappé par la peste, son cabinet de livres sera dispersé.
Et cette célèbre librairie, écrit le narrateur, qu'en est-il? Elle est peut-être dispersée, étalée sur les murets, donc là où on vend les marchandises de peu de valeur. À la bibliothèque baroque, Manzoni oppose la bibliothèque ambrosiane, qui, avec ses 30 000 volumes imprimés et 14 000 manuscrits, donc toujours la science des anciens et la science des modernes, incarne l'idéal des Lumières d'une culture vivante, moderne, cosmopolite, largement divulguée et accessible à tous. Au XIXe siècle, donc, non seulement la Babel des livres, représentée par la bibliothèque, ne rend pas fou, mais tout au contraire, elle ramène les fous à la raison, comme Gérard de Nerval l'écrit dans Aurélia, de sa chambre à maison de santé. Mes livres, amas bizarres de la science de tous les temps, histoire, voyage, religion, cabale, astrologie, à réjouir les ombres de Pic de la Mirandole, du sage Mercius et de Nicolas de Cuse. La tour de Babel en 200 volumes. On m'avait laissé tout cela. Il y avait de quoi rendre fou un sage. Tâchons qu'il y ait aussi de quoi rendre sage un fou. Tout comme le cabinet des livres de Don Quichotte ne l'avait pas rendu fou, contrairement à ce que prétendent la nièce et la gouvernante de Don Quichotte, elles qui veulent brûler tous les livres de chevalerie recueillis dans ce cabinet, sous prétexte qu'ils sont responsables de la maladie qui a frappé Don Quichotte, la maladie de chevalerie errante, et qui veulent brûler également les livres de poésie contenus dans ce cabinet, de peur que Don Quichotte puisse vouloir se faire poète, ce qu'elle considère comme une maladie incurable et contagieuse. Mais en fait, Cervantes écrit, elle désirait la mort de pauvres innocents. Elle s'acharne contre les livres alors que les livres sont des pauvres innocents. Ce ne sont pas eux qui ont rendu fou Don Quichotte, mais plutôt l'écart entre l'imagination et la réalité. À côté des parodies qui visent les mauvaises bibliothèques et donc l'absence de transmission, il y a la célébration du livre chez Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris de 1831, où l'image de la Babel de livres est une image positive et plus que positive, puisqu'elle est même l'image du fondement de la vie civile et celle de son avenir. Ce sont les livres qui construisent la société. La Babel de livres devient chez Hugo la métropole de la pensée universelle. Il écrit dans le chapitre « Se situera cela » dans le livre 5, dont je vous propose un extrait car il s'agit d'un texte paradigmatique de la conception de la transmission au XIXe siècle. Il ne paraît pas dans la toute première édition du roman, celle de 1831, dans laquelle il est supprimé avec 2 autres chapitres en raison des contraintes de longueur imposées par l'éditeur. Mais il était dans le manuscrit et il paraît dans la 2e édition définitive de 1832. On s'en souvient, le chapitre est une réflexion à partir de la phrase sibylline, donc des mots énigmatiques, de l'archidiacre de Notre-Dame, Claude Frollo. Ceci tuera cela, le livre tuera l'édifice. Elle est dictée, dit Hugo, par l'épouvante de l'homme du sanctuaire, devant la puissance de la presse qui tuera l'Église. C'est donc le cri du prophète qui entend déjà bruire et fourmiller l'humanité émancipée, qui voit dans l'avenir l'intelligence saper la foi, l'opinion détrôner la croyance. L'histoire que Hugo écrit dans ce chapitre est celle du développement de l'esprit humain. Un développement dont le livre est l'expression et
dont il assure la transmission. Toute pensée, soit religieuse, soit philosophique, est intéressée à se perpétuer, à laisser trace, insiste l'auteur. Le besoin de transmettre est un besoin fondamental du genre humain. Vous voyez ici le parfait renversement de la bibliothèque du XXe siècle. Mieux, il faudrait dire que c'est la bibliothèque du XXe siècle qui est le renversement spéculaire de l'ordre classique et de l'identité des mots et des choses. Le livre, comme jadis le monument, n'est pas le gardien de la mémoire, il est la mémoire. Au XVe siècle, la pensée se fait livre. Elle découvre un moyen de se perpétuer plus durable, plus résistant, plus facile que l'architecture. Ce sont les livres qui deviennent le capital de force que dépense la pensée humaine. Dans le livre se trouve toute sève, toute originalité, toute vie, toute intelligence. Quant à l'architecture qui avait eu ce rôle auparavant, elle n'exprime plus rien. De vraie et moderne, elle se fait pseudo-antique, misérablement classique, et se traîne lamentable mendiante d'atelier, de copie en copie. De mémoire, elle se fait imitation, ce qui est une forme stérile de la transmission. C'est le développement de l'esprit humain à travers ces formes de transmission qu'Hugo illustre dans la partie du chapitre dont je vous ai proposé l'extrait, donc le 3e de la page 2. Sous la forme imprimerie, la pensée est plus impérissable que jamais. Elle est volatile, insaisissable, indestructible. Elle se mêle à l'air. Du temps de l'architecture, elle se faisait montagne et s'emparait puissamment d'un siècle et d'un lieu. Maintenant, elle se fait troupe d'oiseaux, s'éparpille aux quatre vents et occupe à la fois tous les points de l'air et de l'espace. Donc, j'attire votre attention sur les adjectifs impérissable, insaisissable, indestructible. Elle se mêle à l'air, elle occupe tous les points de l'air et de l'espace. Elle est indélébile, vivace, elle est dotée d'immortalité, elle est ailée et vivante. Donc une image tout à fait opposée à celle de la bibliothèque du XXe siècle, qui garde, elle, un savoir momifié, qui n'est plus communicable, devenu cendre dans un lieu de mort. Je reprends la lecture et je vais un peu plus bas, donc au 3e paragraphe. L'architecture ne sera plus l'art social, l'art collectif, l'art dominant. Le grand poème, le grand édifice, la grande œuvre de l'humanité ne se bâtira plus, elle s'imprimera. Et au XIXe siècle, les livres expriment le vaste mouvement de la pensée humaine. Ils se superposent constamment, sans rupture et sans lacune, au genre humain qui marche, monstre à 1000 pieds. C'est une image, celle du monstre à 1000 pieds, qu'on retrouve ailleurs dans d'autres auteurs. La même année, par exemple, de la parution de la première édition de Notre-Dame de Paris, qui ne contient pas ce texte, Alfred de Musset publie La coupe et les lèvres, où on lit « Quel monstre remuant que cette humanité ! Sous ces 10 000 toits, que de corps, que d'entrailles, que de sueur sans but, que de sang, que de fiel. Sais-tu pourquoi tu dors et pourquoi tu travailles, vieux monstre aux 1000 pieds qui te croit éternel ?»
Je reprends le texte de Hugo. Il faut admirer et refeuilleter sans cesse le livre écrit par l'architecture, mais il ne faut pas nier la grandeur de l'édifice qu'élève à son tour l'imprimerie. Cet édifice est colossal. Et vous voyez qu'on retrouve l'adjectif colossal qui a été employé pour les bibliothèques dont nous avons parlé tout à l'heure au XXe siècle. Il y a une trace dans la mémoire collective de cette page de Victor Hugo qui arrive jusqu'au XXe siècle. Je ne sais quel faiseur de statistiques a calculé qu'en superposant l'un à l'autre tous les volumes sortis de la presse depuis Gutenberg, on comblerait l'intervalle de la Terre à la Lune. Mais ce n'est pas de cette sorte de grandeur que nous voulons parler. Et vous voyez qu'on retrouve ici la considération qui accompagne la représentation des bibliothèques du XXe siècle, c'est-à-dire l'impossibilité de mesurer l'étendue du savoir. Mais ici, cette image n'engendre pas l'angoisse de l'infini et n'est pas l'emblème de l'impossibilité de la transmission du savoir. Tout au contraire, les livres sont la construction de la société. Une construction qui pose ses fondements dans le passé et s'élance vers l'avenir, tournée donc non pas vers la mort, mais vers l'avenir. Je reprends le texte. Cependant, quand on cherche à recueillir dans sa pensée une image totale de l'ensemble des produits de l'imprimerie jusqu'à nos jours, cet ensemble ne nous apparaît-il pas comme une immense construction appuyée sur le monde entier, à laquelle l'humanité travaille sans relâche et dont la tête monstrueuse se perd dans les brumes profondes de l'avenir? C'est la fourmilière des intelligences. C'est la ruche où toutes les imaginations, ces abeilles dorées, arrivent avec leur miel. L'édifice a 1000 étages. Ça et là, on voit déboucher sur ces rampes les cavernes ténébreuses de la science qui s'entrecoupent dans ses entrailles. Partout sur sa surface, l'art fait luxurier à l'œil ses arabesques, ses rosaces et ses dentelles. Là, chaque œuvre individuelle, si capricieuse et si isolée qu'elle semble, a sa place et s'assaillit. L'harmonie résulte du tout. Depuis la cathédrale de Shakespeare jusqu'à la mosquée de Byron, 1000 clochetons s'encombrent pêle-mêle sur cette métropole de la pensée universelle. Du reste, le prodigieux édifice demeure toujours inachevé. Et c'est encore une image positive, il est inachevé parce qu'il tend vers l'avenir. La presse, cette machine géante qui pompe sans relâche toute la sève intellectuelle de la société, vomit incessamment de nouveaux matériaux pour son œuvre. Le genre humain tout entier est sur l'échafaudage. Chaque esprit est maçon. Le plus humble bouche son trou ou met sa pierre. Rétif de la Bretonne apporte sa hottée de plâtras. Tous les jours, une nouvelle assise s'élève. Indépendamment du versement original et individuel de chaque écrivain, il y a des contingents collectifs. Donc l'individualité laisse place à l'association. Le XVIIIe siècle donne l'encyclopédie, la Révolution donne le moniteur. Certes, c'est là aussi une construction qui grandit et s'amoncelle en spirale sans fin. Là aussi, il y a confusion des langues, activité incessante, labeur infatigable, concours acharné de l'humanité tout entière. Refuge promis à l'intelligence contre un nouveau déluge, contre une submersion de barbares. C'est la seconde tour de Babel du genre humain. Et ici, la Babel des livres, comme on le voit, n'est pas une image négative, elle est même refuge, rempart. Elle est même l'expression d'un idéal, puisqu'elle tend vers l'avenir. L'image de Babel revient également
dans le recueil de poèmes La légende des siècles, que Victor Hugo conçoit comme une œuvre monumentale destinée à dépeindre l'histoire et l'évolution de l'humanité dès la Genèse au temps présent, et que Baudelaire considérera comme la seule épopée moderne possible. Le but déclaré dans la première préface de La légende des siècles est d'exprimer l'humanité dans une espèce d'œuvre cyclique, la peindre successivement et simultanément sous tous ses aspects, histoire, fable, philosophie, religion, science, lesquels se résument en un seul et immense mouvement d'ascension vers la lumière. Donc, toujours l'idée de la projection vers l'avenir. Le poème dont je vous propose un extrait est la vision d'où est sorti ce livre de 1857, qui se trouve en ouverture du recueil dans la nouvelle série de La légende des siècles. Ici, l'histoire et la fable se mêlent, parce qu'il s'agit d'une vision née de l'imagination. J'ai eu un rêve, écrit le poète, le mur des siècles m'apparut. C'est un mur prodigieux, complet, où le destin avec l'infini s'accouplait, où tous les temps groupés se rattachaient au nôtre, où les siècles pouvaient s'interroger l'un l'autre. Mais deux anges brisent ce mur au choc de leurs ailes, la vision tremble et tombe en morceaux pour réapparaître dans l'idée du recueil. Et donc c'est de là que je vous ai suggéré donc l'extrait de l'empreinte profonde et grave qu'a laissé ce chaos de la vie à ma sombre pensée, de cette vision du mouvant genre humain, ce livre où près d'hier on entrevoit demain est sorti, reflétant de poème en poème toute cette clarté vertigineuse et blême. Pendant que mon cerveau douloureux le couvait, la légende est parfois venue à mon chevet, mystérieuse sœur de l'histoire sinistre. Et toutes deux ont mis leurs doigts sur ce registre. Donc on le voit, la légende est sœur de l'histoire, ce qui veut dire que l'imagination poétique est elle aussi une forme de connaissance, plus complète même que l'histoire, comme l'expliquait Aristote dans la Poétique. Le chant du poète relie la triade du temps, passé, présent, futur, et illustre et éclaire le cheminement de l'être humain des ténèbres vers la lumière. Et qu'est-ce maintenant que ce livre, traduit du passé, du tombeau, du gouffre et de la nuit? C'est la tradition tombée à la secousse des révolutions que Dieu déchaîne et pousse. Ce qui demeure après que la terre a tremblé, décombre où l'avenir, vague horreur, est mêlé. C'est la construction des hommes, la massue des siècles, qu'emplit l'ombre et que l'idée azure. L'affreux charnier palais en ruine, habité par la mort et bâti par la fatalité, où se pose pourtant parfois, quand elle ose, de la façon dont l'aile et le rayon se posent, la liberté, lumière, et l'espérance, oiseau. C'est l'incommensurable et tragique monceau où glissent dans la brèche horrible les vipères et les dragons avant de rentrer au repère et la nuée avant de remonter au ciel. Donc l'histoire est la construction des hommes, comme on l'a déjà vu dans le texte précédent, mais elle reflète le dessein de Dieu. Et dans cette construction, les décombres se mêlent à l'avenir. Certes, elle est habitée par la mort et bâtie par la fatalité, mais en même temps, elle abrite la liberté et l'espérance. Le poème qui naît de l'imagination, sœur de l'histoire, fait vivre la mémoire de la tradition.
De cette mémoire, le poète est le témoin et le prophète, car il lit dans le passé des sociétés humaines et en fait la lumière de l'avenir. C'est ce que Hugo avait déjà écrit en 1928 dans Le poète dans les révolutions. Ce livre, je continue, c'est le reste effrayant de Babel. C'est la lugubre tour des choses, l'édifice du bien, du mal, des pleurs, du deuil, du sacrifice. Fier jadis, dominant les lointains horizons. Aujourd'hui, n'ayant plus que de hideux tronçons, épars, couchés, perdus dans l'obscure vallée. C'est l'épopée humaine, âpre, immense, écrulée. Pour comprendre l'inspiration de ces pages de Hugo, il faut mentionner Giambattista Vico, le grand philosophe napolitain, auteur de la science nouvelle. Je vais brièvement rappeler qu'il s'agit d'une œuvre parue en Italie entre 725 puis en 744, qui n'avait pas eu la considération qu'elle méritait auprès de ses contemporains, parce que ses thèses étaient trop avancées pour la culture de son époque, et qui sera rendue célèbre en toute Europe par Michelet, grâce à sa traduction libre de 1827, et que Victor Cousin commente l'année d'après, dans la 11e leçon de son cours à la Sorbonne. À telle enseigne est devenue célèbre qu'en 1835, Michelet en publie une édition enrichie, les œuvres choisies, avec, entre autres, la traduction du De Antiquissima Italorum Sapiens. La science nouvelle avait été traduite en allemand peu avant la traduction de Michelet, mais cette traduction avait été très peu lue. À cette époque, le français était la langue européenne. Grâce à Michelet, qui dit être né de Vico, le nom de Vico va revenir souvent dans les années entre 1830 et 1850, cité par des philosophes, des historiens, des romanciers, des théologiens. Il est cité, il est loué, il est contesté. La traduction de Michelet déclenche une véritable mode vickienne. Balzac en témoigne dans le roman L'illustre Gaudissart de 1833, donc les mêmes années de Notre-Dame de Paris, où il écrit « On peut être un beau génie et vivre ignoré. C'est une farce qui arrive généralement à ceux qui, malgré leurs moyens, restent obscurs, et qui a failli être le cas du grand Saint-Simon et celui de M. Vico, homme fort qui commence à se pousser. Il va bien, Vico. J'en suis content. Ici, nous entrons dans la théorie et la formule nouvelle de l'humanité. » Même Flaubert fera citer Vico par Bouvard et Pécuchet, dont le projet remonte à 1872. Il écrit « Pécuchet partagea cette opinion et voulut lui faire lire Vico. » Comme admettre, objectait Bouvard, que les fables soient plus vraies que les vérités des historiens. Pécuchet tâcha d'expliquer les mythes, se perdait dans la scienza nuova. Nierais-tu le plan de la Providence? Je ne le connais pas, dit Bouvard. Or, la thèse de Vico la plus éclairante pour Michelet est celle du principe du verum factum. Les hommes ne peuvent pas prétendre à la connaissance des lois de la nature dans la mesure où ils ne les ont pas faites. Elles ne sont pas l'œuvre de l'homme. Ils ne peuvent connaître que leur propre histoire, dans la mesure où ils l'ont faite. Elles peuvent la connaître à travers leur représentation poétique, dans la mesure où ils l'ont faite poétiquement, par la force de l'imagination. Et donc on peut en retrouver les principes de cette histoire, à l'intérieur des modifications de notre propre esprit humain. Ce sont ces modifications, comme on l'a vu,
que Hugo illustre. Je prends le temps de lire un court extrait de Giambattista Vico avant celui qui vous est proposé dans l'exemplier pour montrer ce qui avait pu fasciner Michelet et résonner dans les textes de Hugo qu'on vient de lire. Mais dans la nuit de ces ténèbres denses qui recouvrent l'Antiquité primitive, si éloignée de nous, apparaît la lumière éternelle qui ne s'étend jamais, de cette vérité que l'on ne peut en aucune façon mettre en doute, à savoir, ce monde civil a certainement été fait par les hommes, et l'on peut, parce qu'on le doit, en retrouver les principes à l'intérieur des modifications de notre propre esprit humain. Ce dont héritent avant tout les poétiques du XIXe siècle est le principe du verum factum. L'idée essentielle que Michelet retient de sa lecture de Vico est celle du rôle éminemment créateur de l'humanité. Et puisque c'est à travers sa traduction libre qu'on lit Vico au XIXe siècle, c'est celle-ci l'idée que les contemporains de Michelet retiennent. L'humanité est son œuvre à elle-même. Et cette œuvre est illustrée et connue à travers les représentations poétiques qui en transmettent la mémoire. C'est encore dans l'œuvre de Giambattista Vico que les auteurs du XIXe siècle puisent le principe que la mémoire est le fondement de l'imagination poétique. Et là, vous avez l'extrait de Vico dans la page 4. Les latins appellent la mémoire memoria, lorsqu'elle garde les perceptions des sens, et reminiscentia quand elle les rend. Mais ils désignaient de même la faculté pour laquelle nous formons des images, et qui s'appelle chez les Grecs fantasia et chez nous imaginative. Car ce que nous disons vulgairement imaginare, les latins le disaient memorare. Est-ce parce que nous ne pouvons imaginer que ce que nous nous rappelons, et nous nous rappelons que ce que nous avons perçu par les sens? Aussi, les Grecs disaient-ils dans leur mythologie que les muses, les vertus de l'imagination, sont les filles de mémoire. Au XIXe siècle, dans les premiers 60 ans du siècle, la connaissance s'inscrit dans la tradition et dans la mémoire poétique. Il y a un profond scepticisme à l'égard des catégories épistémiques de la science et du rationalisme philosophique. C'est dans sa transposition poétique que le processus de l'histoire devient intelligible. C'est ce qu'on a vu dans la légende des siècles. La légende est sœur de l'histoire. Or, pour que la mémoire du passé devienne lumière de l'avenir, pour qu'elle se fasse construction de l'avenir, la transmission ne doit pas être simple imitation, comme on le rappelle entre autres Victor Hugo. On l'a vu au XVe siècle, quand l'imprimerie prend le pas sur l'architecture devient imitation, pseudo-antique. Et c'est pour ça que commence la longue maladie de l'architecture. Le XIXe siècle s'ouvre même sur cette grande question. De quelle façon renouer avec la tradition et de quelle façon la léguer? Après la rupture représentée par la Révolution française, qui dans les pages des historiens est incendie dévastatrice. La tradition platonicienne est bien vivante. Il n'y a pas de transmission par l'imitation. Nous avons mentionné tout à l'heure le mythe platonicien du dieu égyptien Thoth dans le Phèdre. Je rappelle brièvement, dans le Phèdre, ce dieu présente l'invention de l'écriture au roi de l'Égypte. Il s'agirait d'une connaissance, celle de l'écriture, censée rendre les Égyptiens plus savants et leur donner plus de mémoire. Mais Socrate observe
que l'écriture aurait des effets contraires à ceux que son inventeur énonce. Se fiant à l'écrit, c'est du dehors par des caractères étrangers et non du dedans, et grâce à l'effort personnel, qu'on rappellera ses souvenirs. Les anciens connaissent la vérité, dit Socrate, mais nous devons la découvrir par nous-mêmes, donc du dedans. On le voit, c'est bel et bien le projet des Confessions de Rousseau, qui, dans l'intention de leur auteur, naissent de la recherche de la vérité. Une recherche, cependant, qui commence du dedans du moi. C'est l'histoire de mon âme que j'ai promise, et pour l'écrire fidèlement, je n'ai pas besoin d'autre mémoire. Il me suffit, comme j'ai fait jusqu'ici, de rentrer au-dedans de moi. Et c'est ce qui explique aussi la haine de l'Émile à l'égard des livres. Émile qui dit « Je hais les livres ». Ils n'apprennent à parler que de ce qu'on ne sait pas. Des cerveaux bien préparés sur les monuments où se gravent le plus sûrement les connaissances humaines. C'est pourquoi au XIXe siècle, la transmission a lieu à travers la confession, plus que dans les mémoires historiques et les vies des hommes illustres. À condition, cependant, que l'on entende par confession non pas l'autobiographie, banalement, mais avant tout l'aventure de l'âme, l'illustration du pèlerinage terrestre qui est celui de tous les hommes. Et bien évidemment, il ne faut pas se borner à relever les titres des œuvres dans lesquelles le mot « confession » serait mentionné. Comme l'écrit Sainte-Beuve dans sa préface à Volupté, 1834, le XIXe siècle est le temps des désirs, des sentiments éperdus, des confessions et des nudités de toutes sortes. Je vous ai plutôt proposé, à illustration de l'itinéraire que nous avons suivi, des méditations et des contemplations qui sont dans la conception de leur auteur des confessions, lesquelles réverbèrent le schéma de l'humanité entière. Certes, la confession littéraire repose sur le fait de parler de soi, comme Dante le souligne dans le banquet. Certes, il ne paraît pas convenable de parler de soi. Les rhétoriciens ne veulent pas que l'on parle de soi-même sans nécessité. C'est toujours Dante qui le rappelle. Et cela est encore vrai au XIXe siècle. Lorsque Victor Hugo écrit les Contemplations, par exemple, on lui reproche dans la Revue des Deux Mondes de confesser, étant adulte, les souvenirs de sa jeunesse, comme si c'était une indécence. Qu'on pense également à Stendhal, qui entreprend d'écrire la vie d'Henri Brulard, lorsque, en commençant son récit, il réalise le risque de tomber dans l'égotisme et il redoute cette effroyable quantité de je et de moi qui assomme trop les lecteurs et qu'on trouve, par exemple, il dit, dans Chateaubriand, ce roi des égotistes. Stendhal qui pour cela intitule ses souvenirs « Souvenirs d'égotisme » ou alors « Mémoire », mais jamais « Confession ». Néanmoins, on lit dans le banquet de Dante, il est loisible de parler de soi lorsque la nécessité l'exige. Et il y a nécessité, par exemple, lorsque, à raisonner de soi, il résulte pour autrui un enseignement très profitable, ce qui engagea Augustin à parler de lui-même. Il a tiré de sa vie un exemple et un enseignement qui ne pouvait être appuyé par un témoignage plus sincère. Dans ce sens, la confession littéraire n'a pas grand-chose à voir avec les vies des hommes illustres ou avec le genre des mémoires, où le mémorialiste, en tant que témoin
ou acteur rapporte ce qu'il a vu au cours de certains événements historiques. À la différence du sujet des mémoires, le sujet des confessions est un anonyme de l'histoire qui cherche à trouver la vérité. Et pour cela, l'objet premier n'est plus l'être extérieur, mais le sujet intérieur. Rousseau, du reste, présente ces confessions comme des intimes mémoires. Vous en avez un extrait dans l'exemplier qui est tiré donc du manuscrit de Neuchâtel 764 et pas de la version définitive des confessions. Oui, moi seul, car je ne connais jusqu'ici nul autre homme qui ait osé faire ce que je me propose. Des histoires, des vies, des portraits, des caractères, qu'est-ce que tout cela? Des romans ingénieux bâtis sur quelques actes extérieurs, sur quelques discours qui s'y rapportent, sur des subtiles conjectures où l'auteur cherche bien plus à briller lui-même qu'à trouver la vérité. Au terme de ce parcours de lecture, je vous ai donc proposé des textes où la transmission, qui est mémoire collective, mémoire de la progression de l'esprit humain, de la construction de l'esprit humain, de son développement, se fait à travers la confession. Celle-ci, on l'a dit, est aventure et mémoire de l'âme. Mais dans les mouvements intérieurs de l'âme, tout individu peut se reconnaître, car la destinée est une, comme Victor Hugo l'écrit. Il y a un lien divin qui unit la vie individuelle de chaque homme à l'humanité. L'individu se perd dans l'âme éternelle de l'humanité qui progresse aussi grâce à la conscience des erreurs et des fautes des individus, d'où l'importance des confessions dans la formulation que Augustin leur donne. Et c'est pour cette raison que je vous ai proposé donc des méditations et des contemplations. Tout d'abord, les méditations d'Alphonse de Lamartine, la première préface donc de 849. L'homme se plaît à remonter sa source. Le fleuve n'y remonte pas. C'est que l'homme est une intelligence et que le fleuve est un élément. Le passé, le présent, l'avenir ne sont qu'un pour Dieu. L'homme est Dieu par la pensée. Il voit, il sent, il vit à tous les points de son existence à la fois. Il se contemple lui-même, il se comprend, il se possède, il se ressuscite et il se juge dans les années qu'il a déjà vécues. En un mot, il revit tant qu'il lui plaît de revivre par ses souvenirs. C'est tout le travail des confessions. Il parle des impressions donc, qui s'impriment dans son esprit, les choix extérieurs à peine aperçus, laissaient une vive et profonde empreinte en moi. Elle se répercutait et se conservait présente dans ce qu'on nomme l'imagination, c'est-à-dire la mémoire. Et vous voyez très bien la référence à Vico au texte dont nous avons parlé, qui revoit et qui répand en nous. Le public entendit une âme sans la voir et vit un homme au lieu d'un livre. Depuis Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre et Chateaubriand, c'était le poète qui l'attendait. Mais si après les sueurs, les labeurs, les agitations et les lassitudes de la journée humaine, la volonté de Dieu me destinait un long soir d'inaction, de repos, de sérénité avant la nuit, je sens que je reviendrai volontiers à la fin de mes jours ce que je fus au commencement, un poète, un adorateur, un chantre de sa création. Ces hymnes, donc, ne contiendraient que le nom éternel et infini, et mes vers, au lieu d'être des retours sur moi-même, des plaintes ou des délires personnels, seraient une note sacrée
de ce cantique incessant et universel que toute créature doit chanter, du cœur ou de la voix, un naissant, un vivant, un passant, un mourant devant son Créateur. Toute créature doit chanter du cœur ou de la voix. Donc c'est un destin commun, la destinée est une. Dans la préface générale des œuvres complètes de 1860, il écrit encore « Ces volumes ne sont pas un monument, ce sont des traces, des pierres miliaires marquées de mon nom et laissées sur la route du temps pour mesurer les pas de la pensée. » C'est aussi une image très fréquente dans la littérature de cette époque. Hein. Donc on laisse des traces sur la route du temps, mais ces traces mesurent les pas de la pensée humaine, non seulement de l'individu qui écrit. Ce demi-siècle a passé par les mêmes traces que moi. J'ai noté les miennes en vers, en prose, en harangue, en action plus ou moins mémorables. Les autres n'ont pas noté leur passage dans la vie. Voilà toute la différence. Mais le passage est le même. Et je termine justement avec la préface des Contemplations de Victor Hugo de 1856, un texte vraiment magnifique et très intense. Très intense. Et vraiment, il condense beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été pensées dans ce siècle. Je reprends du deuxième paragraphe. L'auteur a laissé, pour ainsi dire, ce livre se faire à lui. La vie, infiltrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l'a déposé dans son cœur. Ceux qui s'y pencheront retrouveront leur propre image dans cette eau profonde et triste qui s'est lentement amassée là, au fond d'une âme. Qu'est-ce que les contemplations? C'est ce qu'on pourrait appeler, si le monde avait quelques prétentions, les mémoires d'une âme. Je continue dans la colonne suivante à côté. Est-ce donc la vie d'un homme? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n'a l'honneur d'avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis. La destinée est une. Prenez donc ce miroir et regardez-vous-y. On se plaint quelquefois des écrivains qui disent « moi ». Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-vous pas, à insensé qui croit que je ne suis pas toi? Ce livre contient, nous le répétons, autant l'individualité du lecteur que celle de l'auteur. Homo sum. Traverser le tumulte, la rumeur, le rêve, la lutte, le plaisir, le travail, la douleur, le silence. Se reposer dans le sacrifice et là, contempler Dieu. Commencer à foule et finir à solitude. N'est-ce pas les proportions individuelles réservées, l'histoire de tous? Je vais terminer ici et je vous remercie de votre attention. Merci. Je suis très reconnaissant à Valeria Giannetti pour cet exposé qui est une sorte de mise en abîme du cours. Elle a été très fidèle au thème et au sujet de cette année en présentant vraiment une fresque immense et je dirais plein de clair-obscur, d'abord sur le lieu même de
cette transmission, la bibliothèque et les livres, et en marquant un double, je dirais, penchant, d'un côté, un double versant, d'un côté le XXe siècle et ses lectures extrêmement sévères. Vous avez vu la liste des citations commençant par Joyce et en terminant par Italo Calvino, où en effet la bibliothèque semble être plutôt un cimetière, un lieu sans vie face à la vie qui circule et que le livre fige. Donc un lieu, et les livres se terminent à peu près tous avec une espèce d'incendie, de sacrifice collectif, mais qui ne concerne pas nécessairement et au contraire plutôt emprisonne l'élément vivant. Mais il y a aussi l'autre partie où au XIXe siècle, et surtout dans l'exemple immense de Victor Hugo, le livre devient la substance même de la vie. Et elle a tracé avec une très juste, je dirais, référence à Giambattista Vico, une ligne très importante qui pourrait concerner aussi l'idée de l'histoire universelle à partir précisément de Vico, plus la traduction de Michelet, plus l'héritage de Victor Hugo. Et dans cette perspective, l'idée que la mémoire est liée à l'imagination, comme elle l'a très bien montré, nous rappelle aussi l'héritage qui arrive, si vous voulez, jusqu'à Bergson. Nous ne pouvons imaginer que ce que nous rappelons, eh bien, c'est une formule que nous retrouverons dans Matière et mémoire de Bergson. Donc, il ne s'agit pas seulement de penser aux formules de la transmission, au lieu de la transmission, les bibliothèques et les livres, mais aussi cette espèce de tradition qui se fait jour, grâce évidemment à Michelet, mais là, il y a les spécialistes qui vont peut-être nous en parler, de l'élément fondamental, et que je vais reprendre de ce que Valeria Giannetti a dit. C'est vraiment une leçon fondatrice du sens de ce cours, à savoir que nous pouvons avoir transmission s'il y a présupposé ou réel un élément de continuité. Aucune transmission possible sans une continuité présupposée. Et précisément là, c'est ce que Vico appelle memoria. Avant lui, bien sûr, les classiques. Mais Vico le fait d'une manière systématique. C'est une pensée qui est devenue célèbre aux États-Unis au XXe siècle, mais au XIXe siècle déjà, n'est-ce pas, en France. Alors, cette leçon nous est importante parce qu'elle nous propose les éléments de continuité. Bien sûr, il y a l'autre tradition qui nous dit la vie est le jaillissement. Pour le dire avec les termes de la mystique allemande, c'est une espèce de Durchbrechen, hein, de jaillissement qui rompt la surface et qui apparaît d'une manière soudaine. C'est l'instant qui ne peut pas être remplacé, l'instant vital, l'élan vital, si vous voulez. Bien sûr, cela est vrai, et c'est tout ce qui a été présenté comme opposition de la vie par rapport au livre ou par rapport au dépôt de la mémoire assuré par l'écriture. Mais l'élément continuité est très important. Et évidemment, la transmission se fait
si nous supposons que la continuité est plus importante que la discontinuité. Et tout d'abord, évidemment, la continuité de l'espèce humaine par exemple, la continuité des pratiques qui sont assurées par les institutions. Tout le monde a changé, mais finalement, il y a un élément qui continue depuis les dialogues de Platon jusqu'à nos jours, c'est-à-dire l'apprentissage par le dialogue maître-élève. Pour l'instant, il n'y a pas eu de remplacement, on nous le promet, j'espère que ça échouera, mais en tout cas, pour l'instant, il y a une continuité dans ce sens-là. Alors, les éléments qui nous ont été présentés, notamment les textes, surtout chez Victor Hugo, mais il y avait aussi dans d'autres exemples la même continuité, si vous voulez, métaphorologique. Le livre bâtit aussi bien que l'architecture. Le livre n'est pas seulement un dépôt, mais le livre bâtit, le livre élève, le livre construit. En allemand, Bildung, n'est-ce pas? Le livre est une Bildung, est une manière de former, c'est-à-dire de créer par la forme. Et dans ce sens-là, si tout va bien, nous aurons aussi, je le dis entre parenthèses, à la fin du colloque du mois de mai, aussi un concert qui sera consacré précisément au thème « créé par la forme », une manière de Bildung substantielle. Vous avez vu là tous les exemples qui ont été portés, magnifiques. Il y a eu le moment de l'architecture, les grands monuments, etc. Mais le livre aujourd'hui devient quelque chose de plus universel, et alors aussi avec les éléments poétiques. C'est comme une espèce de vol d'oiseau. L'architecture était dans un lieu, elle ne pouvait pas être déplacée. Aujourd'hui, le livre est comme un vol d'oiseau, presque une image d'un texte qui va partout, qui se dissémine partout, qui est ailé, justement, et qui se distribue dans le monde entier. Alors, tous ces éléments qui se terminent avec l'image magnifique de la préface aux contemplations de Victor Hugo nous montrent une réalité nouvelle, une responsabilité nouvelle qui est donnée au livre. J'ai aussi, et pour terminer, cette espèce de résumé, et je demande pardon pour ce résumé un peu trop hâtif, mais j'ai aussi énormément aimé cette distinction, mais qui est en même temps une continuité, entre mémoire et confession. Et ce n'est pas un hasard, finalement, que deux des grands livres des confessions d'Augustin sont précisément consacrés à la mémoire. Et comment pouvons-nous faire une confession de nous-mêmes si nous oublions à chaque jour? La confession, elle aussi, est le fruit d'une mémoire. D'une certaine manière, la confession est une mémoire qui devient publique. Et les éléments de cette continuité se voient d'une certaine manière dans la grande préface dont vous avez ici un extrait de Rousseau quand il dit « Je fais un ouvrage que personne n'ait jamais fait ». Mais c'est juste pour mettre un peu, je dirais, pour prendre distance d'un modèle qui était imposant et inoubliable, c'est-à-dire les confessions d'Augustin. Et puis, comme nous l'avons vu dans le cours sur Augustin, il reprend même les mêmes exemples. D'un côté, c'était le vol des poires, et de l'autre côté, c'est le vol des pommes chez Rousseau, n'est-ce pas? Donc, l'exemple d'Augustin est bien présent, même dans les détails constants. Alors,
nous arrivons en effet à une sorte de, comment dirais-je, de synthèse ou de retour du grand mythe de Babel. 4 fois a été évoqué dans des textes différents. 4 fois parce qu'il y a, tu as cité au commencement la bibliothèque de Babel de Borges, plus les lieux où elle est citée dans l'exemplier que vous avez eu, et en même temps, il faut dire que, comme les interprètes les plus subtils de la tour de Babel l'ont fait, je pense notamment à une belle phrase de Zumthor, si la tour de Babel était achevée, nous n'aurions plus rien à faire. Alors que, précisément, c'est l'inachevé de la tour de Babel qui nous permet de lire ce texte qui se réfère à cette, comment dirais-je, continuité mythique et qui se résume d'une manière magnifique dans le texte de Victor Hugo, dans le dernier vers de cet exemplaire si substantiel, c'est l'épopée humaine, âpre, immense, écroulée. Voilà. Il faut tout refaire, c'est aussi le grand mythe de Sisyphe. J'ai toujours pensé à l'unité profonde du mythe de la tour de Babel, mythe biblique, avec le mythe classique de Sisyphe. Il faut remonter jusqu'au bout et puis redescendre et puis remonter, etc. La tour de Babel et Sisyphe sont 2 mythes parallèles, donc c'est l'épopée humaine, âpre, immense, écroulée. Voilà, c'est aussi vrai, c'est aussi cela qui a suscité le désir de vous proposer ce cours. Donc là aussi, un travail âpre, une épopée humaine, l'idée de la continuité, mais la conscience que ce monde est en train de s'écrouler. Vous voyez, on ne va pas faire un cours sur la continuité quand les bibliothèques foisonnent, quand on fonde des bibliothèques tous les jours, quand on détruit des lieux faits pour l'aliénation collective et on fait des bibliothèques. Notre temps n'est pas cela. Et donc, évidemment, l'idée d'une crise, des craquelures qui se font jour de plus en plus, le risque d'écroulement est là. Et Victor Hugo l'a très bien manifesté. Conscience de la continuité comme conscience d'une civilisation, disait Hegel, qui ne se manifeste qu'à la fin de cette civilisation. Les deux. Et dans ce sens-là, je suis profondément reconnaissant à Valeria Giannetti. Il nous a présenté un éventail avec des piliers. Ton texte également a été une belle architecture. Ce n'était pas une leçon pour aller chercher les mineurs, les épigones, la périphérie de l'empire littéraire. Non, c'était les grands auteurs. C'était vraiment les grands fondements de notre mémoire collective. Les classiques servent aussi à cela. Quand il faut faire passer un héritage, on ne va pas chercher évidemment les miettes. On peut toujours se servir de miettes et faire aussi des bons repas avec les restes. Mais évidemment, là, c'est l'idée même d'architecture. Si le livre est une architecture, il faut avoir des piliers. Et là, les grands piliers de notre mémoire collective ont été présentés. Donc je suis très reconnaissant, comme dans tous les grands poèmes classiques, au milieu, comme dans l'Énéide, il y a un recommencement, et comme nous sommes exactement au milieu des cours et séminaires, cette leçon a été un vrai recommencement avec les grands auteurs. Je terminerai simplement en disant comment j'ai profité. J'avais complètement oublié qu'il y avait eu cette présence de Michelet dans la diffusion de Giambattista Vico. Alors maintenant, en effet, tout se recompose et on voit mieux aussi, je dirais, le fait que certains auteurs
au cœur du XIXe siècle, ont essayé, bien avant la floraison allemande de la fin du XIXe, on essayait de mettre sous l'enseigne d'une histoire universelle les origines de l'humanité et le présent même de l'humanité. Et là, alors, il y a aussi toute une discussion à faire dans le discours, pour ainsi dire, concernant l'histoire universelle, d'où évidemment la primauté que tu revendiques justement de Giambattista Vico. Bien, pardonnez-moi cette sorte de glose improvisée à cette si belle leçon, mais comme dans la salle il y a des vrais spécialistes, je leur laisse la parole et également aussi aux questions des auditeurs.